J'ai décapité quelqu'un. Oh, rassurez-vous, pas moi. Enfin, pas encore en tout cas. Pas que je le sache. Encore une histoire terrible de Pierre Bellemare. Thomas Dietrich fait irruption dans l'hôtel de police de Tübingen, capitale du royaume de Wurtemberg. 35 ans, blond, bien bâti. Il est couvert de fourrure, car il gèle à pierre fendre ce 8 décembre 1780. Il apostrophe le planton. Le lieutenant criminel. Je veux voir immédiatement le lieutenant criminel. Le planton a une expression de surprise mêlée de crainte, et il court prévenir l'officier de police. Il connaît, comme tout le monde, Thomas Dietrich, puisque c'est le bourreau de Tübingen. L'instant d'après, Thomas Dietrich se retrouve en présence de John Berger, lieutenant criminel du royaume. Ce dernier est, comme à son habitude, vêtu avec recherche. Johann Berger affecte en toute occasion des manières raffinées, ce qui ne l'empêche pas d'être impitoyable dans l'exercice de ses fonctions. « Alors, mon cher Dietrich, quel bon vent vous amène ?» Thomas Dietrich défait sa pelisse et se laisse tomber sur une chaise. « C'est affreux, c'est abominable. J'ai décapité quelqu'un. C'est si inattendu que le lieutenant criminel éclate de rire. Vous avez décapité quelqu'un? Ah, la grande nouvelle, en vérité. Mais le bourreau ne rit pas. Laissez-moi parler. J'ai décapité quelqu'un hier soir. Hier soir, mais... Thomas Dietrich s'effondre sur son siège. Oui, vous avez bien entendu, hier soir. Il ne s'agissait pas d'une décision de justice. C'était autre chose. Et devant le lieutenant criminel Berger, le bourreau de Tübingen raconte une incroyable histoire. Tout a commencé la veille au petit matin. Comme il est habituel pour un bourreau, Thomas Dietrich n'habite pas la ville même. Sa maison est située à l'écart de Tübingen, loin de toute habitation. Comme il est fréquent aussi, il est célibataire. Il n'a pas encore trouvé à se marier. Il est donc seul lorsqu'une grosse berline s'arrête devant sa porte. On appelle berline également les carrosses de l'époque. 3 hommes en descendent et frappent. C'est bien toi le bourreau de Tübingen? Oui. Il n'a pas le temps d'en dire plus. Une couverture est jetée sur sa tête, il a beau se débattre, il est rapidement maîtrisé, ficelé et jeté dans la voiture qui démarre aussitôt. Tandis qu'on remplace la couverture par un bandeau sur les yeux, il entend. N'aie pas peur, on ne te fera pas de mal. Mais si tu essayes de te sauver ou de crier, alors là, tu es mort. Et Thomas Dietrich sent contre sa tempe le canon d'un pistolet. Que faire, sinon obéir? Le voyage est interminable. Il dure une demi-journée, peut-être plus. Quand on est dans le noir, on perd la notion du temps. À plusieurs reprises, la berline s'arrête pour changer les chevaux. Elle s'arrête une fois encore. Le bourreau distingue un bruit de chaîne, puis, lorsque le véhicule se remet en mouvement, le bruit des roues sur une surface de bois. Pas de doute, on vient de franchir un pont-levis. De nouveau, un bruit de chaîne. Le pont-levis se relève. La voiture s'immobilise définitivement. 4 mains vigoureuses saisissent le jeune homme et le font sortir sans ménagement. L'air glacé le surprend. Il s'enfonce dans la neige, il doit être dans la cour d'un château. Entraîné par ses 2 guides, Thomas Dietrich descend un escalier. Il compte les marches. 88 marches. Plus il les descend, et plus elles sont glissantes, visqueuses. Il perd l'équilibre à plusieurs reprises. Enfin, il arrive en bas. Ses pas résonnent sur le dallage comme s'il se trouvait dans une cathédrale.
C'est alors qu'on le détache et qu'on lui enlève son bandeau. Thomas Dietrich regarde stupéfait le décor qui l'entoure. Il est dans une vaste crypte, une pièce immense et voûtée. Des torches fixées au mur donnent une lumière sinistre. En face de lui, alignés derrière une longue table, 7 personnages vêtus comme des magistrats, le visage masqué. Le jeune homme tourne la tête et il a un sursaut. Là, sur sa gauche, se trouve une hache et un billot exactement semblables à ceux qu'il utilise pour les exécutions capitales. Le personnage central de cet invraisemblable tribunal prend la parole. Thomas Dietrich, nous t'avons fait venir pour que tu accomplisses ton office. Il fait un geste en direction d'une porte dans le fond de la salle. 2 personnages masqués font leur entrée. Ils encadrent une silhouette vêtue d'une robe noire et la tête couverte d'un voile noir, lui aussi. Des cheveux blonds, bouclés, s'en échappent et lui tombent sur les épaules. Elle a les bras attachés derrière le dos, des bras blancs bien faits. C'est une jeune femme, sans doute très belle, qui est dissimulée sous cet accoutrement. Le bourreau jette un cri. « Non, jamais !» Le juge du milieu met alors la main à sa veste et en sort un pistolet. « Je te donne 1 quart d'heure pour te décider. Si dans 1 quart d'heure tu n'as pas accepté, nous te tuerons et nous trouverons quelqu'un d'autre pour faire la besogne à ta place. De toute façon, elle n'échappera pas à son châtiment. » Thomas Dietrich vit en plein cauchemar. Il demande « Mais qu'a-t-elle fait ?» Le juge masqué approuve. « Tu as le droit de savoir. » Mais à ce moment, la jeune femme en noir s'approche de la table et fait non de la tête. L'homme reprend la parole. « Puisqu'elle le désire, nous garderons le silence. Tu as 1 quart d'heure. » Thomas Dietrich, la gorge nouée, regarde alternativement les juges immobiles. Le pistolet qui lui fait face posé sur la table. La jeune femme voilée, immobile elle aussi, la hache et le billot. Il balbutie. « Mais ce n'est pas possible !» Le temps s'écoule. Par moments, la voix du président s'élève et résonne dans la grande salle. 10 minutes. 5 minutes. 2 minutes. Il y a un petit claquement. Le juge masqué vient d'armer son pistolet. Thomas Dietrich s'écrie. « Non !» J'accepte. D'elle-même, la jeune femme inconnue a placé la tête sur le billot. Thomas Dietrich ne pense qu'à une chose en saisissant sa hache, dominer son émotion, ne pas trembler afin de ne pas infliger des souffrances inutiles à la malheureuse. Il frappe un seul coup et la tête roule, toujours voilée sur le dallage. Alors, il s'évanouit. Quand il reprend conscience, il est de nouveau dans la berline, les yeux bandés. C'est le même interminable voyage en sens inverse qui s'achève devant sa maison au petit matin. Après l'avoir détaché, lui avoir enlevé son bandeau, un des hommes qui l'accompagne lui tend une bourse. Voilà, 300 louis pour votre travail. Le véhicule repart dans une grande gerbe de neige. Thomas Dietrich se retrouve seul. C'est alors qu'il se met à courir vers Tübingen pour aller trouver le lieutenant criminel. Le lieutenant Berger a écouté tout ce récit sans se départir de son attitude polie, qui est la sienne en toutes circonstances. « Vous les avez, ces 300 louis ?» Le bourreau sort une bourse de sa poche. « Les voici. » Le lieutenant criminel s'attarde longtemps à les compter. « C'est bien cela, le compte y est. » Thomas Dietrich s'impatiente quelque peu. « D'après vous, où se trouve ce château ? Si nous avons été en ligne droite, c'est sans doute très loin.
peut-être même à l'étranger. Mais j'ai l'impression que nous avons longtemps tourné en rond. À mon avis, il se situe au Württemberg même. Johann Berger fait glisser distraitement les pièces d'or entre ses doigts. Vous voilà un homme riche, Dietrich. Vous avez réussi une fructueuse opération. Le bourreau de Tübingen se dresse tout tremblant. Mais comment pouvez-vous dire une chose pareille? Le lieutenant Berger se dresse à son tour. Et vous, comment pouvez-vous me raconter une histoire pareille? Vous me prenez pour un idiot. Le bourreau le dévisage. Mais vous ne me croyez pas? Non, je ne vous crois pas. Mais je ne vous savais pas doté d'une telle imagination. Inventer un tel récit pour expliquer vos 300 louis. C'est un exploit. Mais taisez-vous. Cette nuit, un riche marchand a été assassiné à Tübingen. Et d'après les témoins, il avait sur lui une forte somme en louis d'or. Garde! Emparez-vous de cet individu. C'est ainsi que Thomas Dietrich se retrouve en prison. Les jours passent, le lieutenant criminel Berger est un policier expéditif. Quand il a une idée en tête, il n'en démord pas. À aucun moment, il ne cherche à vérifier l'histoire de Dietrich. Celui-ci est inculpé de meurtre. Il ne va pas tarder à passer en jugement. Et à l'issue du procès qui ne fait aucun doute, le seul problème qui va se poser, évidemment, vous le comprenez, sera de trouver un second bourreau pour couper la tête du premier. Bon, logique. Alors, donc, 10 janvier 1781. Un mois s'est écoulé depuis l'extraordinaire aventure que dit avoir vécu Thomas Dietrich. Ce jour-là, un personnage important en demande à être reçu par le lieutenant Berger. Il s'agit du baron von Buck, appartenant à la meilleure noblesse du Württemberg. Le lieutenant criminel, dont le principal souci est d'être bien en cours, évidemment, s'empresse de le recevoir. Monsieur le baron, c'est pour moi un grand honneur. L'arrivant coupe court aux politesses. Vous savez qui je suis? Qui ne le saurait? Vous savez que par mon mariage, je suis apparenté au von Scheffel. Mais oui, bien sûr. Dans ces conditions, je pense que vous n'avez pas de raison de mettre ma parole en doute. Le lieutenant criminel, depuis quelques instants, se sent mal à l'aise. Monsieur le baron, je ne comprends pas. Vous comprendrez plus tard. Vous n'avez pas oublié que la famille von Scheffel et Inge von Scheffel, ma belle-sœur, ont été mêlées, il y a peu, à une affaire criminelle. Johann Berger comprend de moins en moins où le baron veut en venir. Évidemment qu'il s'en souvient, puisque c'est lui-même qui avait fait l'enquête. Un crime particulièrement affreux d'ailleurs. La fille de la comtesse Inge von Scheffel a été retrouvée étranglée dans les douves du château. Mais à la suite du témoignage de la comtesse, le coupable a été rapidement démasqué. Il s'agissait d'un domestique, Hans Steiner. Celui-ci a été condamné à mort et exécuté. Comment aurais-je oublié, monsieur le baron? Le baron Van Buck jette un regard méprisant sur le policier. Cela ne restera pas un bon souvenir quand vous saurez la suite. Vous avez toujours été un homme sans jugement, lieutenant. Il faut dire que dans le cas présent, vous aviez une excuse, le témoignage d'Inge von Scheffel. Mais si vous aviez poussé plus en avant votre enquête, vous vous seriez vite rendu compte qu'elle était folle. Le lieutenant Berger s'en perd pied complètement. Son interlocuteur continue. C'est Inge von Scheffel qui a tué son enfant dans une crise de démence. Elle a accusé son domestique et vous l'avez cru. C'est seulement fin novembre dernier que, prise de remords, elle a avoué la vérité à son père. Mais c'est abominable! Abominable, exactement. Son père, le baron von Scheffel, a alors pris une décision. Inge devait être puni, mais il fallait éviter le scandale. Il a donc constitué une sorte de tribunal. En faisait partie lui-même, le mari d'Inge, ses deux frères, les deux frères de Hans Steiner, le domestique exécuté, et moi. En tout, nous étions
7. Le lieutenant criminel frémit. Une image vient de surgir devant ses yeux. Une image du récit de Thomas Dietrich, cette longue table dans la salle voûtée d'un château derrière laquelle étaient assis 7 personnages masqués habillés en juges. Il bredouille. Mais alors? Le baron von Buck s'exprime soudain d'une voix plus émue. Inge a été enfermée dans sa chambre pendant que nous délibérions. Nous avons tout de suite été d'accord sur la peine. Elle méritait la mort. C'est sur la nature de l'exécution que nous avons discuté. À la fin, c'est le point de vue des 2 frères Steiner qui l'a emporté. John Berger était blême. Et ce point de vue était... Inge devait mourir de la même manière que leur frère, décapité sur le billot par le bourreau qui l'avait frappé. Nous avons communiqué la sentence à Inge. Elle était d'accord. C'est alors que nous avons mis au point l'enlèvement de Thomas Dietrich. Le lieutenant criminel se décompose à vue d'œil. Il ne parvient pas à articuler un mot. Le baron von Buck reprend sur un ton méprisant. Je n'ai pas besoin de vous faire le récit de l'exécution. Je suppose que Dietrich a dû s'en charger. En tout cas, c'est bien, nous lui avons remis les 300 louis pour prix de son travail. Johann Berger demande d'une voix à peine audible. « Mais pourquoi êtes-vous venu me dire tout cela ?»« Parce qu'un innocent allait être condamné, évidemment. Les autres n'étaient pas d'accord. Pour eux, l'honneur de la famille passait avant. Mais ce n'était pas mon avis. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire, lieutenant. Nous arrêter tous les 7, et car nous avons commis un crime. C'est bien à cela qu'a dû se résoudre le lieutenant criminel Berger. Tout de suite après, ridiculisé, déshonoré, il s'est démis de ses fonctions. Le procès des juges devenus accusés a été un événement à Tübingen, quand les faits étaient extraordinaires. Thomas Dietrich figurait à leur côté sur le banc. Mais il fut mis hors de cause, ayant agi sous la contrainte d'une arme. Il fut acquitté, et ses fonctions lui furent rendues. Le tribunal fit également preuve d'indulgence vis-à-vis des autres. Aucun d'eux ne fut condamné à mort. Ils n'eurent que des peines de prison. Le bourreau de Tübingen accueillit ces sentences avec autant de soulagement que la sienne propre. Dans cette dramatique histoire, il n'aurait plus d'autres têtes à couper, évidemment.